Bonsoir et bonjour à tous. Je pense que le direct fonctionne maintenant. Déjà, je voulais vous remercier à tous et à toutes pour les différentes réactions et les différents encouragements que j'ai reçus sur la première vidéo qui était comme ça un lancement, un premier test pour voir si tout fonctionnait bien. Donc, merci beaucoup à tous et on va essayer de garder, comme je l'ai dit, ce rendez-vous de manière régulière avec une vidéo à 2 ou 3 fois par semaine. Et aujourd'hui, ça va être un peu la vidéo, on va dire, vidéo référence, parce que chaque intervenant comme ça que je vois un peu sur Internet, dans différents sujets politiques ou même de Torah, ont des vidéos qui marquent un peu leur présence sur la toile et signent aussi leur personnalité. Et aujourd'hui, ça va être la mienne, j'espère. Et puis, n'hésitez pas à intervenir, on va voir comment on peut avancer. Je, je vais essayer d'être assez circoncis, mais aussi complet dans ce que je vais dire. Mais l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout de mon idée pour que vous compreniez la base de ce que j'ai intitulé aujourd'hui, le secret de la ère des Congo dans la Torah d'Israël. Donc, ce sujet, comment je le construis et comment je le définis, ça part d'une une question qui me revient souvent, que ce soit des journalistes, que ce soit des partisans, que ce soit des gens de la religion, de la communauté juive ou d'autres communautés religieuses, qui me disent une question, mais voilà, tu as réussi à te convertir, tu as réussi à construire une vie qui est tout à fait satisfaisante. Qu'est-ce que tu as à faire de la politique déjà, de un, et de deux, pourquoi faire de la politique au Congo? Ça y est, tu as passé cette étape-là, laisse tout ça derrière toi. Parce qu'il faut savoir que dans la tradition juive, on nous dit clairement que celui qui se convertit au judaïsme, on va dire, change son identité, non pas simplement spirituelle, change de nom et doit considérer que son passé n'est plus un passé auquel il est lié. Il doit regarder son présent et vivre en tant que juif. Donc il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais pourquoi tu repars en arrière? Pourquoi en fait tu donnes de l'importance à une origine ou à un passé qui est en fait un poids pour toi? Tu es sorti de là-bas, avance. Et ben en fait, la réponse n'est pas si simple. Il ne faut pas dire que la réponse est beaucoup plus complexe que ça. Il faut savoir que la situation d'un juif dans le monde est pour moi centrale. Il a la vocation, il a l'obligation d'apporter ce qu'on appelle une lumière dans le monde. Cette lumière-là peut passer par différentes choses. Peut passer par un comportement digne de ce nom, un comportement qui soit en corrélation avec les valeurs de la Torah, en corrélation avec la tradition que les maîtres ont transmise, et aussi, il doit marquer cela par des actions qui doivent être aussi en corrélation avec les valeurs de la Torah et en corrélation avec ce que les maîtres ont transmis. Donc, je vais aujourd'hui, en utilisant vraiment les notions les plus profondes de la Torah, vous expliquer pourquoi mon choix de faire de la politique pour le Congo et au Congo n'est pas un choix personnel, n'est pas un choix qui manifeste une ambition ou un ego démesuré, mais plutôt un choix qui est mûrement réfléchi, mûrement analysé et totalement ancré viscéralement dans les constructions, dans la tradition de la Torah d'Israël. On va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je suis quelqu'un qui aime bien aller dans le vif du sujet, donc on ne va pas trop perdre de temps. On va commencer par l'origine. Pas l'origine, mais vous connaissez tous le personnage de Noach, appelé Noé par la tradition chrétienne. Noach avait 3 fils. 3 fils du nom de Shem, Japheth et Ham. Dans la tradition juive, il est constamment dit, et il est accepté de tous, que Ham est celui qui a construit ou qui est le père fondateur des peuplades africaines. Donc l'idée maintenant est de rentrer plus en profondeur, de comprendre ce que la Torah veut nous dire par là, et de voir aussi comment de, cette, de ce point, on va arriver à la RDC et de comprendre ce que ce pays traverse et quel est le lien qu'il y a entre ce pays, ce qu'il traverse et la libération du peuple juif. Donc comme je vous le disais, Ham était le fils de Noach. Il y a plusieurs traditions. Il y en a une qui dit qu'il était l'aîné,
Il y en a une autre qui peut dire aussi qu'il était le dernier des fils, mais de toutes les situations qu'on connaisse, on sait que Ham a été maudit par Noach. La raison qui est évoquée là-bas, on ne rentrera pas dedans, c'est parce qu'il a vu la nudité de son père et qu'à défaut de se retourner ou de le cacher, il a contemplé, regardé, et Noach a une réaction très bizarre, c'est que derrière, il maudit qui? Non pas Ham, mais son fils, son quatrième fils, qui est Canaan. Canaan ou Canaan, pour ceux qui ont une prononciation autre. Là, l'histoire devient intéressante. On va s'arrêter à Ham. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe avec ce personnage. Principalement, Ham a 4 fils. Le premier, enfin, dans le désordre, mais les noms qu'on connaît, il y a Canaan, il y a Cush, il y a Put et il y a Mitzraïm. Ces 4 peuplades-là sont ceux qui ont peuplé tout le continent africain. Donc, on aura beau aujourd'hui avoir à peu près 52 ou 53 pays en Afrique, de manière centrale, il y a 4 enfants que Ham a eus, et sur ces 4 enfants, toutes les populations africaines ont été construites. De là, il y a une notion qu'il faut qu'on approfondisse. Il y a une rencontre essentielle que notre père Abraham a eue avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, le Saint béni soit-il. Dans ce qu'on appelle l'alliance des morceaux, Brin Ben Abetahim, Dieu lui dit, sache que ton peuple descendra à Mitzrayim, en Mitzrayim. Donc c'est étrange, il y a un moment de spiritualité intense entre Abraham et Dieu, et il lui dit, écoute, sache que le peuple qui sortira de toi aura un travail, aura un lien étroit, profond, avec le pays qu'on appelle Mitzrayim. Il faut savoir que dans la tradition juive, Mitzrayim est associé à l'Égypte. Donc là-bas, les explications peuvent être très profondes et peuvent être nombreuses, mais on comprend une chose essentielle, c'est que Mitzrayim de l'époque qui était l'Égypte représentait un berceau, un noyau central pour la libération d'Israël, mais à défaut, dire la clé de l'évolution ou la clé de l'atteinte des promesses que Dieu avait faites à Abraham. Donc de là, on sait que le passage du peuple hébreu en Mitzrayim, en Égypte, est acté. On va un peu sauter les étapes pour arriver vite au point qui nous intéresse. On arrive à l'époque donc où il y a la descente des Hébreux en Égypte, Mitzrayim. Mitzrayim, n'oubliez pas, est l'un des fils de Ham. De là-bas, nos sages nous apprennent beaucoup de choses. Ils nous disent que Mitzrayim n'est pas simplement un pays, n'est pas simplement un royaume, n'est pas simplement une monarchie puissante. Ils disent que c'est la monarchie de l'époque. Tous les peuples y passent, ou tous les peuples y sont passés, ou tous les peuples sont obligés d'y passer. Pourquoi? Parce que nous savons l'intervention que Yosef a eue là-bas en étant le servant de Potiphar au début, et puis devient vice-roi. Et Mitzrayim devient en fait on va dire le grenier du monde, puisque toutes les peuplades qui sont victimes de famine doivent s'y rendre. Et pas que ça. La sagesse juive nous apprend que Mitzrayim est aussi un endroit où toutes les plus grandes connaissances en termes de mystique, en termes de sorcellerie, ont cours et puis sont largement pratiquées à un niveau qu'on peut à peine imaginer. Au point que tout peuplade qui descendait dans ce pays-là, par les effets de la sorcellerie et de la mystique employée par les mages ou les sages d'Égypte, on va dire ça comme ça, empêchait même ceux qui étaient en esclavage de se révolter pour sortir. Ce qui est quand même assez particulier. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que on est aujourd'hui dans un monde où les gens ont cette liberté de circuler, et là nos sages nous apprennent que non. À l'époque en Égypte, il était impossible de sortir. C'est pourquoi la sortie des enfants d'Israël était incroyable. On le voit dans la réaction de Yitro, qui dit, mais comment avez-vous fait pour sortir de ce pays? Parce que je connais la puissance mystique et spirituelle qui est installée là-bas. Et pour sortir, si vous avez réussi à faire une telle chose, c'est que votre Dieu est vraiment le Dieu. Et c'est pour ça que Yitro se convertira au judaïsme. Donc de là, on comprend que
La promesse faite à Abraham par Dieu était liée à la sortie d'Égypte, Mitzraïm. Mitzraïm est le fils de Ham. La sortie des Hébreux de Mitzraïm a donné lieu à la mise en place par nos sages et par la Torah elle-même directement d'une fête qu'on appelle Pessah, la Pâque juive. Cette fête est fêtée chaque année depuis plus de 2500 ans depuis la libération, la sortie d'Égypte. La question qu'on se pose aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour l'Égypte, l'Égypte n'est pas la nation centrale au monde. L'Égypte n'est pas le grenier du monde. L'Égypte n'est pas le pays qui, entre guillemets, domine le monde de par sa puissance mystique, sa puissance politique ou sa puissance militaire. La question est de comprendre pourquoi, si nous sommes sortis d'Égypte, il est nécessaire pour nous de continuer à rappeler cette sortie. Et les sages vont même plus loin. Ils nous disent, non, quand tu fêtes Pessah, quand tu fêtes la Pâque juive et que tu lis tout le récit de la sortie d'Égypte, fais comme si, comporte-toi comme si tu étais vraiment en train de sortir d'Égypte. Avec tout le respect que j'ai pour nos sages, ça ressemble à un mensonge. Parce que l'Égypte, on est sorti. Il y a des Juifs qui vivent en France, au Canada, aux États-Unis, il y en a même qui vivent au Congo. Donc, je ne vois pas en quoi il est nécessaire de considérer l'Égypte comme étant toujours une puissance de laquelle on doit sortir. De là, on a plusieurs options qui ont été développées par la Chassidoute, par d'autres Mefarshim, d'autres commentateurs de la Torah, qui disent que non, l'Égypte n'est pas simplement un lieu physique, mais c'est aussi un état spirituel de lequel il faut sortir. Et en général, on s'accommode de cette situation. Mais je ne m'en accommode pas et je vais aller un peu plus loin. Ce que je comprends, moi, c'est que la nécessité, le besoin que les sages d'Israël ont implanté cette tradition, à savoir que chaque juif, d'année en année, doit faire en sorte qu'ils doivent sortir d'Égypte, sortir de Mitzraïm, veut dire quelque part qu'au-delà de notions spirituelles et mystiques, il y a aussi une notion physique qui est là. Pourquoi? Parce que le judaïsme se divise en trois. Nous devons toujours avoir un fonctionnement tripartite, qui est dans la pensée, dans le parler, dans les actions. Donc ça veut dire que quand on me parle de Mitzraïm, comme on dit, le Mitzraïm, l'Égypte est une Égypte spirituelle de laquelle il faut sortir. Je le reçois, je le conçois dans la pensée. Je le reçois et le conçois dans le parler. Mais dans les actions, je me dis non, l'Égypte n'est pas en danger aujourd'hui. Je peux être un juif vivant très bien à Miami et je ne sens pas cette oppression. Donc, ce qui veut dire que dans les ma'asim, dans les actions, il y a aussi un Mitzraïm. Mais la question est, quel est le Mitzraïm d'aujourd'hui, dans les actions, dans les ma'asim? Parce que le Mitzraïm de l'époque était l'Égypte, c'est une notion qui se manifestait dans un pays où Pharaon était roi, où Yosef était descendu, et puis où les enfants d'Israël sont sortis. Ce qui veut dire qu'en fait, dans chaque génération, il y a un Mitzraïm, il y a une Égypte, qui s'incarne dans les pensées, dans les paroles, mais aussi dans l'action. Dans chaque génération, il y a un pays comme ça central qui, par sa position, qui, par sa capacité à agglomérer différentes forces concrètes mondiales, est le Mitzraïm de la génération. Dans chaque génération, il y a un pays comme ça qui, de par ce qu'elle peut dégager comme influence, directe ou indirecte, sur le peuple juif, sur la terre d'Israël, représente ce qu'on appelle le Mitzraïm. Ce qui veut dire quoi? Que la bonne gestion de ce pays, ou la bonne gestion de ce cas-là, sera la clé ou une des clés de la libération du peuple juif. La question maintenant est de savoir quel est le Mitzraïm de notre génération. On va ouvrir une grande parenthèse qui est celle de la géopolitique. Aujourd'hui, si on essaie de comprendre les raisons qui ont poussé le monde à la première folie qui était la Première Guerre mondiale, on nous dit que c'était l'assassinat de l'archiduc Ferdinand en 1908. Cet assassinat qui se passe à Sarajevo entraîne, par effet domino et par effet d'alliance et de sous-alliance, une guerre entre un bloc Est, on va dire un bloc d'alliés, un bloc
d'alliés et un bloc d'ennemis, on va dire ça comme ça, de l'autre côté. Un assassinat à Sarajevo entraîne le monde dans sa première folie. Une guerre, bon, inhumaine, toute guerre est inhumaine, mais une guerre qui va causer des pertes incommensurables. Un assassinat à Sarajevo. Regardons le cas du Congo. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la géopolitique et qui creusent un peu les sujets, le Congo aujourd'hui est un pays qui, je donne des éléments sur lesquels je suis renseigné, sur lesquels vous pouvez vous renseigner à tout moment. Le Congo est un pays qui a énormément de richesses. Des richesses qui peuvent nourrir non simplement toute l'Afrique, mais nourrissent le monde entier. Le Congo est un pays qui réunit en son sein, par des jeux politiques, économiques ou autres, diplomatiques, les pires ennemis du monde et les meilleurs amis du monde. L'Iran est au Congo. Il est connu que l'uranium congolais sert à nourrir les réacteurs iraniens. La Corée du Nord est au Congo, par la question du nucléaire aussi, de l'uranium aussi. Les États-Unis sont au Congo pour des questions de base militaire et aussi monétaire et économique. La France, même si ce n'est pas sa colonie, est au Congo. La Belgique est au Congo. Le Hezbollah est au Congo. Pourquoi? Il est connu que le Trésor américain a mené des enquêtes pour expliquer que le Hezbollah blanchissait son argent au Congo par le biais d'une société qui s'appelle Congo Futur. C'est pas fini, on peut continuer à faire le récit. On a encore des pays tels que la Corée du Sud qui sont au Congo. La Chine est au Congo, elle rachète des terres par pléthore. La Russie est au Congo, qui investit sur des matières premières qui sont, on va dire, connues. Donc on a au Congo aujourd'hui le seul pays au monde dans lequel toutes les plus grandes puissances amies et ennemies se trouvent. Citez-moi un pays où vous trouverez Américains, Coréens du Nord, Iraniens, Libanais, Israéliens aussi. Il y a beaucoup d'Israéliens au Congo qui travaillent parfois de la bonne manière, parfois de la mauvaise manière, il faut le dire. Donc, Iraniens, Libanais, Israéliens, Français, Américains, Chinois, Russes, pour les gens encore, j'en oublie, qui se retrouvent dans un même endroit, un pays qui est 5 fois plus grand que la France, et qui sont là et ne se tirent pas dessus. On quitte le Congo, il y a des menaces de part et d'autre, il y a des menaces parfois même graves. On a vu l'escalade de mots entre Donald Trump et Kim Jong-un. Donc la question, elle est, qu'est-ce qui se passe d'un coup quand vous arrivez au Congo? Pourquoi il ne se passe rien? Pourquoi vous n'êtes pas en train de vous disputer, de vous arracher le pays? Pourquoi d'un coup vous êtes dans une forme d'attentisme, pardon? La question mérite d'être posée et la réponse peut effrayer. Pourquoi? Parce que à ce jour, la situation du Congo ne préoccupe personne. Quand je dis personne, c'est personne. On a un pays qui, pendant les 10 dernières années, a plus de 6 millions de morts. Il y a eu plus de morts au Congo, on va dire pendant les 10 ans, et encore je suis loin du chiffre, on va dire il y a eu autant de morts au Congo que pendant la Shoah. On a un pays qui est totalement dirigé avec subjectivité, avec un pouvoir qui se moque totalement de la Constitution, avec un pouvoir qui maltraite tout opposant, avec un pouvoir qui tue et assassine dans des lieux de prière. Et qu'est-ce que fait le monde depuis 2 ans? Ils font rien. Ils regardent. Et pourquoi ils regardent? Pourquoi ils font rien? Soyez pas dupes. Ne soyons pas dupes. C'est simplement parce que les intérêts et, on va dire, la collaboration qu'ils ont là-bas arrange tout le monde. Parce que Kabila, tant qu'il est là, on a ce qu'on a besoin. Tant qu'il est là, le gâteau est partagé de la très bonne manière. Chacun mange son gâteau. L'Américain mange son gâteau, le Russe mange son gâteau, le Français mange son gâteau, l'Israélien mange son gâteau. Et ce qu'on fait des Congolais, on s'en fout. Pourquoi? Parce que ce pays est le Mitzrayim de notre génération. Parce que demain, bouger un doigt sur le Congo peut provoquer
la Troisième Guerre mondiale. Si demain l'Iran a plus d'influence au Congo que n'importe quel autre, c'est la Troisième Guerre mondiale. Si demain les États-Unis, si demain la Russie, si demain le Liban a plus de force que n'importe qui d'autre au Congo, ça sera la Troisième Guerre mondiale. Donc, le Mitzrayim spirituel de quel il faut sortir dans notre génération, pour ma part, c'est le Congo. Pourquoi le Congo? Parce que c'est un pays qui est africain, donc qui est automatiquement lié à un des quatre enfants de Ham, qui étaient Canaan, Cush, Put et Mitzrayim, mais aussi parce que la situation actuelle du Congo est une menace pour le peuple juif, est une menace pour Israël. Les ennemis d'Israël, ceux qui veulent envoyer des bombes, ceux qui veulent faire exploser ce pays, le faire disparaître de la carte géographique du Moyen-Orient, mais où prennent-ils leur force? Où se nourrissent-ils? Où se renforcent-ils? Au Congo, mes amis. Vous croyez que demain, le Congo ne libère plus son uranium, l'Iran serait autant fou, autant menaçant? Vous croyez que demain, le Congo ne libère plus son coltan? Vous pensez que le monde tournerait comme il tourne? Le Congo est un pays central. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, ton peuple descendra là-bas. Qu'est-ce qu'a fait Yosef? Il a fait descendre le peuple. Et qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il a fait sortir ce peuple-là. Donc, ma première conclusion sur ce dossier, c'est de comprendre une chose. Le Mitzrayim du 21e siècle, ce pays sur lequel chaque juif doit prier à Pessah, ce pays sur lequel chaque Israélien doit tourner son regard pour se dire peut-être de là-bas vient le danger, c'est le Congo. Parce que le Congo est aussi la dernière embouchure du Nil. Le Nil finit au Congo. Il y a plein de notions que je ne développe pas parce que je ne vais pas être trop long. On va aller directement au but. Continuons. On apprend une chose sur le dossier de Mitzrayim et elle est essentielle. Il faut l'expliquer dans les mots. Le Hari Kadosh, dans son Sefer qu'on appelle le Sefer Alikutim, sur le Pasuk qui dit Vatedaber Myriam à la Isha Kushit. Il dit quoi là-bas? Je traduis pour ceux qui ne connaissent pas l'hébreu. Et Myriam parla sur la femme Kushite, qui était la femme de Moshe, de Moïse. Il y a plusieurs commentateurs qui nous disent non, la femme Kushite dont il est question là-bas, c'est Tzipora. C'est la femme de Moshe, de Moïse. Mais le Hari Kadosh, il dit non. Il dit non. Il dit Tzipora était médianite. Tzipora était la fille de Yitro. Donc, pourquoi la Torah va à un moment appeler Tzipora médianite et à un autre moment l'appeler Kushite? Kush, c'est l'Éthiopie. Donc, le Hari Kadosh apporte là-bas, pour ceux qui savent chercher dans ces livres-là, une explication extraordinaire. Il dit, sachez que au moment où Moïse, tue l'Égyptien, pour les raisons que chacun d'entre vous devrait déjà savoir, je vous invite à aller chercher pour quelles raisons il tue cet Égyptien-là. On voit là-bas dans la Torah que Moshe fuit l'Égypte. Et en quelques psukim, en quelques versets, Moshe se retrouve d'un coup où? À Midian. Et il a quel âge? Il a presque 80 ans. Moshe, quand il fuit l'Égypte, il a 40 ans. Il se passe 40 années. 40 années où peu de gens savent ce qui s'est passé dans la vie de Moshe et de Moïse. Et là-bas, le Hari Kadosh rapporte un écrit sur des midrashim et sur ce qu'on appelle les Divrei Yamim chez Moshe. Il explique que Moshe a été, pendant cette période-là, dirigeant militaire et aussi roi d'Éthiopie. Ça peut surprendre beaucoup, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne le seront pas surpris, parce que c'est une histoire qui commence à être de plus en plus connue. Sur ce verset, il y a des commentateurs qui essayent de dire que non, c'était pas autre chose qu'il faut comprendre que ce qui est écrit. Non, il y a autre chose à comprendre et elle est essentielle pour que vous puissiez enfin comprendre pourquoi le dossier congolais
non pas simplement m'obsède, mais est un objectif qui doit non pas simplement me motiver, mais aussi vous motiver. Vous allez comprendre pourquoi. Et là-bas, le Rakadosh rapporte un point. Il dit, en arrivant là-bas en Éthiopie, Moshe se retrouve roi. Comment il se retrouve roi? Parce que le roi d'Éthiopie, qui s'appelait Kimkos, se fait, entre guillemets, assassiner après une guerre contre Bilam. Je vous invite à lire ces textes-là, pour ceux qui savent où les trouver. Et là-bas, le roi étant mort, la femme du roi, donc la reine, devait être mariée à quelqu'un, parce qu'il n'était pas concevable pour eux qu'une reine soit toute seule. Et ils disent, mais qui peut être méritant à ce niveau-là? Il dit, voici, nous n'avons qu'à proposer à Moïse, à Moshe, d'être notre roi. Pourquoi? Parce que c'était lui qui était à la tête de la révolte qui a été menée sur les villes que Bilam avait prises. Donc, Moshe se retrouve roi en étant marié à cette reine éthiopienne. Le Hari Akadosh précise qu'il ne l'a jamais touchée, jamais connue, mais qu'il est resté marié avec elle de manière concrète, sans consommation. Et cette situation va être très dure à vivre pour cette reine qui, à un moment, demandera que Moshe quitte cette posture parce qu'elle devait être une femme pleinement. Et c'est à ce moment-là que Moshe quitte l'Éthiopie et se retrouve dans le désert de Midian et arrive chez Yitro. Et ce passage-là, il est essentiel. La question, elle est, pourquoi la Torah a besoin de nous rapporter cet épisode-là? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Et quel est le lien qu'il y a entre Israël et les Africains? Moshe a dès le départ montré la clé. L'alliance entre Israël et l'Afrique est la clé de la libération. Pourquoi Moshe, le libérateur du peuple juif, va passer 40 années à être roi d'Éthiopie? Et pourquoi Moshe, le libérateur du peuple juif, va aller épouser une femme africaine? La clé symbolique dans tout ça, qu'on va utiliser aujourd'hui, qu'il faut comprendre, c'est que la relation entre Israël et l'Afrique, la relation entre Israël et le pays dominant en Afrique, et rappelez-vous, dominant n'est pas forcément ce qu'on voit de l'extérieur. Dominant est et demeure ce qui est de l'influence interne et concrète sur l'évolution et l'avancée du monde. La relation entre Israël et le pays qui va représenter Mitzrayim ou le pays qui va représenter la force africaine à ce moment-là déclenche, provoque, génère les enclenchements qu'il faut pour la libération. Je ne suis pas de la mouvance Chabad ou Lubavitch, mais le rabbi, en 83, a missionné déjà la première ouverture d'une synagogue en Afrique centrale. Et c'était où? À Kinshasa, mes amis. Qu'on soit Chabad ou pas, qu'on soit Lubavitch ou pas, il est indéniable, il est incontestable que les forces spirituelles qui étaient ceux du rabbi en faisaient un personnage central pour la libération du peuple juif. Pourquoi ce choix? Pourquoi envoyer là-bas un émissaire? Pourquoi ouvrir la première synagogue d'Afrique centrale ou au Congo, en République démocratique du Congo? Messieurs, mesdames et messieurs, écoutez. La question devient très grave. Golda Meir, en 1949, même pas un an après qu'Israël ait connu son indépendance, dont nous avons fêté les 70 ans il y a la semaine dernière, donnait 1% de son budget pour le développement de l'Afrique. Quel était l'argumentaire qu'elle utilisait pour cela? Elle disait, dès que Israël va bien, il faut que sa première action soit d'aider l'Afrique. Et c'est pour ça que vous comprendrez qu'à chaque fois que nos pères ont eu des choses à faire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils descendaient dans les terres de Ham. Yaakov est descendu en Égypte. Abraham est descendu en Égypte. Yosef est descendu en Égypte.
Moshe est descendu en Éthiopie, et j'en passe, et j'en passe. Comprenez une chose. Dans un de ses écrits, le Rakadosh, écrit qu'on appelle Shara Kavanot, sur là-bas le sujet du Homer, sur lequel je ne rentrerai pas, ceux qui savent étudier ces livres-là, allez les étudier. Il dit, il faut savoir que dans les terres de Ham, il y a des Nissim et des Niflaot. Nissim, c'est des miracles. Niflaot, c'est un niveau de miracle supérieur. Ça veut dire que ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, c'est rien par rapport à ce qu'on appelle Niflaot. Ça veut dire quoi de manière pas concrète, parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas comme ça. Ça veut dire que la descente dans ce continent, la connexion entre Israël et ce continent génère des choses qui sont incroyables. Incroyables, non pas simplement pour le peuple juif, incroyables non pas simplement pour Israël, mais incroyables pour le monde entier. Le Ben Ishraï, qui est un des plus grands commentateurs de la halakha juive, de la loi juive, disait: chaque juif a dans sa bouche le mot Geoula Shelema, une libération totale. Il dit pourquoi on parle d'une libération totale? C'est parce que la première libération, la sortie d'Égypte, elle n'était pas totale. Pourquoi? Il dit parce que les autres peuples n'ont pas profité de cette sortie-là. Ça, c'est un juif. Parce qu'un juif ne se contente pas d'être libéré. Un juif veille à ce que le monde entier soit libéré de l'emprise de l'idolâtrie, de l'emprise de l'impureté, de l'emprise de la faute, de l'emprise de la mort. Ça, c'est la mission d'un juif. Donc, je me retrouve, moi, en 2018, congolais de naissance, n'ayant pas choisi ma destinée, me retrouvant dans une situation politique particulière, je ne dis rien, je ne sous-entends rien, je dis simplement que j'ai le devoir d'essayer, le devoir d'avancer, le devoir de donner toutes mes forces à ce que cette idée soit comprise et soit appliquée par tous. Quelle idée? Que le juif, que l'Israël doit considérer la force africaine. On va aller plus loin et on ne va pas tarder à conclure. Je vais essayer d'augmenter le son. J'ai bien reçu de... Peut-être vous essayez d'augmenter le son parce que je parle déjà fort. Donc, ce que je disais, c'est que le Congo aujourd'hui est la clé de voûte. La clé de voûte du salut d'Israël. Je répète, la clé de voûte. Pour quiconque aura compris les sous-entendus que je fais dans cette vidéo, sachez que le Congo est la nation par excellence qui va aujourd'hui apporter la force et la puissance qu'il faut spirituellement à Israël pour finir le travail. Donc, la situation du Congo n'est pas surprenante parce que tout ce qui participe à une libération globale est plus encore, on va dire, atteint, et plus encore ciblé, et encore plus encore matraqué. Il n'y a pas un pays au monde aujourd'hui qui se retrouve dans la situation du Congo. Situation absurde, situation aberrante. Et il est nécessaire pour nous de comprendre que aujourd'hui, le secret de la RDC, le secret de la République démocratique du Congo dans la Torah d'Israël, elle est évidente. Elle est dans sa fonction spirituelle, dans cette fonction agglomérante qui fait que toutes les forces du monde, toutes les forces vives du monde, toutes les forces politiques du monde sont et se retrouvent au Congo et dépendent du Congo. Parce que si le Congo aujourd'hui existe, si le Congo aujourd'hui continue d'exister dans les conditions atroces dans lesquelles ils sont, c'est parce que toutes ces puissances-là participent à la maintenir dans cette situation-là. Donc voilà. Voilà en quelques mots. Voilà en quelques nuances le pourquoi du comment nous, moi du moins, et tous les Congolais qui sont ici en Israël et d'autres qui sont au Maroc, d'autres qui sont en France, en Belgique, en Angleterre, au Canada, qui sont sensibles au message que j'essaie d'apporter, qui sont sensibles à cette vision
que j'essaie d'apporter me soutiennent ce projet, soutiennent ce mouvement. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire un travail qui participe non pas simplement à de l'ego, non pas du tout à de l'ego, mais à une compréhension profonde de ce que cette situation peut générer, de ce que cette situation peut entamer. Donc que personne ne vienne ni vous dire, ni me dire que mais Pintras et Eliaou, t'as rien à faire au Congo. T'es devenu juif, reste ici en Israël. Vis ta vie, oublie ce qui s'est passé. Non, j'oublierai pas. J'oublierai pas parce que la force de l'étude, la force de la tfila, de la prière, et la force de la émouna, de la foi, m'oblige à garder les yeux ouverts sur ce que cette situation crée, engendre et surtout d'où elle vient. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne veux pas être très long parce que j'aime bien être concis, rapide et précis dans mes mots et après laisser le débat exister. Laisser la question, on va dire, de l'étude exister. Sur d'autres notions que je commenterai ou sur lesquelles j'interviendrai dans la semaine ou les jours à venir, on continuera à avoir cette dualité, cette analyse qui est bonne, à savoir comprendre la politique, comprendre l'action politique, comprendre l'homme politique, comprendre l'homme dans sa globalité au travers de la connaissance que peut nous fournir la Torah. Donc, je vous remercie. J'espère que ce petit message vous fera et vous donnera une volonté de creuser la situation, une volonté de ne jamais recevoir la situation comme elle est, mais de la considérer comme étant une base d'analyse qu'il faut approfondir. Aller faire de la politique au Congo est un devoir, non pas seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui peuvent le faire, de le faire, et pour ceux qui ne peuvent pas le faire, au moins de communiquer dessus, d'expliquer ce qu'il en est. Et pour ce qui est des questions, je regarderai et je approfondirai tout ce que j'aurai comme question. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des minutes politiques sur une thématique qu'on définira peut-être ensemble. À très bientôt et une bonne semaine à vous tous.